Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier virage de l'info sur RTI1. Rapatriés de la Tunisie, plusieurs compatriotes sont à Abidjan depuis samedi. Ils ont satisfait aux exigences administratives avant d'être logés à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, où un dispositif médical et d'accompagnement psychologique a été déployé. Et puis nous irons à Paris où la Côte d'Ivoire multiplie les conférences pour accentuer la promotion des produits agricoles ivoiriens aussi à 2023. En plus d'appeler les investisseurs à s'intéresser davantage au secteur agricole de notre pays, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a accordé quelques audiences à des acteurs clés du monde agricole. Et puis au Burkina Faso, le film Ashkal du Tunisien Youssef Chebbi remporte les talons d'or du FESPACO, un film tourné dans les jardins de Carthage à Tunis, un quartier abandonné après la chute du président Ben Ali en 2011, où deux policiers mènent une enquête sur de mystérieuses immolations. Merci de regarder RTI1 en détresse en Tunisie. Le premier groupe des Ivoiriens au nombre de 145 personnes a regagné Abidjan depuis samedi. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le chef du gouvernement Patrick Achi et plusieurs ministres. Le reportage d'Éric Goré. 18h10, l'avion de Air Côte d'Ivoire transportant 145 Ivoiriens vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ces Ivoiriens sont accueillis par le Premier ministre Patrick Achi, poignée de main et embrassade pour dire à quoi bas à ses compatriotes de retour au Bercail. À côté du Premier ministre se trouve la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, et également les ministres de la communication, de la jeunesse, de la santé et de la solidarité qui sont présents. Seconde étape, enregistrement de ces compatriotes par les services compétents. Ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui, je crois que tous les jeunes Africains qui sont arrivés en Tunisie et qui vivent les mêmes conditions, dans les mêmes conditions, ils doivent décider à la limite, comme les jeunes Ivoiriens ont décidé de rentrer. Un dispositif est mis en place. Le Premier ministre Patrick Achi assiste aux différentes étapes. Le ministre de la Santé explique les dispositions sanitaires mises en place. C'est des moments où ceux qui arrivent ont besoin d'être pris en charge sur le plan psychologique, mais également sur le plan sanitaire. Et mes équipes et moi sommes ici pour nous assurer que tout se passe bien. 500 Ivoiriens volontaires sont pour l'instant concernés par ce rapatriement. Le gouvernement continue de faciliter le retour de tous les Ivoiriens vivant en Tunisie. Il est important donc de dire qu'une plateforme a été mise en place pour ceux de nos compatriotes qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Ils peuvent envoyer leurs coordonnées, donner donc leur adresse et les services de l'ambassade en relation donc avec les autorités tunisiennes se chargent d'aller les chercher dans les lieux où ils sont. La ministre d'État se félicite de cette promptitude du président de la République. Je voulais profiter pour remercier le président de la République qui a donné non seulement des instructions, mais les moyens pour que les 1300 personnes reviennent ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont arrivés ce soir sont au nombre de 145 personnes, dont 45 femmes. Et nous avons quelques enfants, je crois 5 enfants. Et donc nous sommes très heureux. C'est à 19h que le Premier ministre Patrick Achi a quitté l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les 145 compatriotes ont passé leur première nuit à l'INJS où ils vont rester pendant quelques jours avant de rejoindre leurs familles respectives. Des rapatriés qui bénéficient de l'encadrement des équipes du ministère de la Santé et de celle de la Solidarité pour un accompagnement psychologique. Le regard de nos reporters sur le dispositif qui les accueille avec Mohamed Khalil Diomandé et Mahama Traoré. C'est ici, à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory, que sont logés les 145 Ivoiriens revenus de Tunisie ce samedi. À l'intérieur de ce bâtiment, Boris et ses collaborateurs apprêtent les repas du midi. Les instructions du gouvernement sont claires. Il faut que chaque citoyen soit nourri convenablement. Au menu, du kebjen et de l'attiqué garba. On veut en tout cas ce qu'ils mangent très bien. Depuis l'arrivée, on est avec eux. Après l'emballage des plats, place à la distribution dans les chambres.
C'est avec bonheur que Vanessa découvre le contenu de son pack. Impossible pour elle d'y résister. Le GABA m'a manqué. Je suis contente de revenir au pays. Ça fait 3 ans que je n'ai pas mangé de GABA. Dans la chambre voisine, Dame Diomandé et ses 3 enfants savourent le menu de midi. Depuis l'enclenchement de la crise tunisienne, sa progéniture et elle peinent à se procurer les 3 repas quotidiens. De retour au pays, c'est désormais un vieux souvenir. On remercie notre président. On nous a nourris et logés. Nous sommes à l'aise. Nous étions vraiment en difficulté là-bas. Pendant le déjeuner, Gilberte Vanier fait du porte-à-porte. Question de s'enquérir de l'état des mamans et des tout-petits. Depuis quelques jours, nous préparons justement le retour donc, de nos frères et sœurs de la Tunisie. Sur instruction du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc depuis hier, nous les avons installés. Je suis restée avec eux jusqu'après minuit pour m'assurer qu'ils étaient donc en de bonnes conditions. Ça sera comme ça jusqu'à leur sortie. Sous cette bâche, les équipes du ministère de la Santé examinent les patients. Sylvain fait partie de ces Ivoiriens qui ont subi des violences. Les séquelles bien visibles sur sa main droite depuis son arrivée, il bénéficie des soins nécessaires. J'ai reçu un premier soin ici. Rentrer chez soi, c'est toute une joie. Ouais, sincèrement, très heureux d'être en Côte d'Ivoire chez moi. Dans la foulée, l'équipe du SAMU est informée d'un cas de saignement. Elle s'empresse d'aller au contact de la patiente. Donc je vais examiner la dame et voir au juste à quel niveau se situe le saignement. On dit merci à Dieu même d'abord d'être là déjà et de voir toutes ces personnes en train de prendre soin de nous. En tout cas, ça nous fait plaisir. Dieu merci, notre gouvernement a vite réagi et nous sommes rentrés, nous sommes heureux. Nous sommes dans de bonnes conditions. J'encourage aussi mes frères qui sont encore derrière, s'ils nous suivent, voilà, de venir. Cette joie est loin de dissimuler une préoccupation majeure, celle de leur réinsertion. Les services du ministère de la Jeunesse analysent donc au cas par cas les besoins. Présentement, des personnes sont enrôlées, profilées, on écoute leurs besoins pour voir vers quoi ces personnes veulent s'orienter. Pour que très vite, on mette en place donc la prise en charge à travers des formations pour ceux qui veulent être formés, des stages pour ceux qui veulent effectuer des stages et être mis en entreprise, et également ceux qui ont besoin de financement pour des projets. Il est bon aujourd'hui que nos jeunes comprennent non seulement les opportunités, mais au-delà des opportunités, pour moi, l'essentiel, il faut qu'ils aient une forme d'estime de soi. Il faut qu'ils aient cette confiance en eux-mêmes qui leur permet de dire « je peux passer par ce chemin dans mon pays et me réaliser ». La prochaine vague d'Ivoiriens concernés par ce rapatriement volontaire est attendue pour ce mardi 7 mars. Au total, 1300 personnes ont été recensées à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie pour un retour imminent au pays. Autre chose, à présent, l'amitié sino-ivoirienne était au cœur d'une rencontre à Abidjan. Voici déjà 40 ans que les deux pays entretiennent des relations de coopération. 40 ans de coopération bilatérale fructueuse que nous rapporte Souleymane Donissongou avec notre commentaire. Main dans la main, voici maintenant 40 ans que la République populaire de Chine et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Des relations bilatérales marquées par le progrès fulgurant de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. Ces dernières années, grâce à la promotion personnelle et la direction conjointe du président Xi Jinping et du président Alassane Ouattara, la confiance politique mutuelle entre les deux pays n'a cessé de s'approfondir. Le soutien mutuel s'est avéré ferme et fort. La Côte d'Ivoire a maintenu un bon élan de développement, marqué par un dialogue politique ordonné, un concept de paix et de réconciliation profondément enraciné, une valorisation croissante du potentiel de développement économique et une amélioration continue des conditions de vie des populations. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'attachement de la Côte d'Ivoire aux principes fondateurs de son amitié avec la Chine. Les échanges commerciaux en pleine expansion, estimés à 1508,9 milliards de francs CFA en 2021, placent désormais la Chine au rang de deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, confirmant ainsi le dynamisme
et la vitalité de la coopération économique et commerciale entre nos deux pays. Je tiens particulièrement à vous réitérer, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à travers vous, au gouvernement et au peuple ami de Chine, nos sincères remerciements et notre gratitude pour l'importante contribution de votre grand et bon pays au développement économique et social de la Côte d'Ivoire et au bien-être du peuple ivoirien. Ivoiriens et Chinois entretiennent surtout de très bonnes relations économiques. À titre d'exemple, les échanges entre les deux pays ont progressé de 800% entre 2014 et 2016, des statistiques qui augurent de lendemains meilleurs. Hors du continent, une délégation du groupe d'amitié sénatoriale France-Afrique de l'Ouest était au CIA 2023. Au Salon international de l'agriculture de Paris, elle a rencontré le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Les discussions ont porté sur la transformation des produits. Jean-Jacques Kwame est notre envoyé spécial à Paris. Après la visite des différents stands d'exposition des produits ivoiriens, la délégation du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, conduite par son président, a exprimé au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, son soutien à l'État de Côte d'Ivoire pour sa politique de valorisation des produits agricoles. Les deux hommes ont annoncé un partage d'expériences pour une meilleure transformation des produits ivoiriens. Nous avons parlé avec Monsieur le ministre de l'importance de valoriser, de mieux valoriser ces productions agricoles à travers notamment des filières de transformation encore plus nombreuses. Et comme nous en avons convenu, nous entendons bien vous présenter des entreprises françaises qui pourraient éventuellement investir chez vous pour participer à cet effort de production. Ils ont des filières de transformation au niveau donc de la France. Et nous avons décidé de revenir, prendre attache avec ces personnes-là et les inviter à venir en Côte d'Ivoire dans la perspective d'une collaboration ivoiro-française et que nous puissions, la main dans la main, développer tous les secteurs d'activité concernant nos productions et faire de la transformation pour une plus-value de nos produits. Rappelons que le groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest était la semaine dernière en Côte d'Ivoire. Il a eu une audience avec le président du Sénat. On parle maintenant de cohésion sociale. Dans la commune de Bouaké, le ministre des Transports a rencontré plusieurs mouvements de jeunes. Amadou Koné les a invités à renforcer la paix et la cohésion sociale, gage de développement. C'était à la faveur de la cérémonie d'investiture du président du mouvement de jeunesse, Force unie pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire. Les détails avec Soro Corona. Mobilisation massive des jeunes engagés dans la promotion de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Réunis au sein du mouvement Force unie pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire, ces jeunes se veulent des artisans de paix et de cohésion sociale. Des jeunes encadrés par Touré Souleymane, conseiller technique du Premier ministre, en vue de faire du Bouaké un havre de paix. La FIDPC est une structure citoyenne et politique. Aujourd'hui, nous partons vers les jeunes sans discrimination. Les idéaux de paix et de développement que nous prenons. Nous remercions le président de la République qui parle de la paix. Au terrain du quartier Dar es Salaam de Bouaké, le bureau exécutif du mouvement est investi par le directeur général adjoint de la LONASI, par ailleurs parrain de la cérémonie. Karim Ouattara invite les jeunes à épouser les valeurs d'unité, de paix et du travail. Accepter d'écouter. Et l'écoute vient après l'humilité ou l'écoute vient dans l'humilité. Et l'humilité favorise l'apprentissage. Et c'est l'apprentissage qui fait que demain, vous êtes efficace à travailler. Ce qui fait qu'on vient vous choisir, vous, pour laisser les autres, c'est parce que le travail que vous le faites bien. Occasion pour le ministre des Transports, Amadou Koné, d'appeler les jeunes à saisir l'année de la jeunesse afin d'œuvrer pour la stabilité du pays. La responsabilité est grande, encore pour vous les jeunes de Bouaké. Et il faut que vous en soyez conscients. Nous qui sommes ici, sommes là pour vous accompagner. L'avenir de Bouaké, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Soyez les meilleurs dans tout ce que vous faites de bon. Après cette investiture, le mouvement Force unie
pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire sera mis en mission par le conseiller technique du Premier ministre Touré Souleymane pour sensibiliser les autres jeunes de la région du Békay sur le civisme et le respect des symboles de l'État et ceux qui les incarnent. Voici 50 ans que la population du canton d'Yes attendait l'électricité. C'est désormais chose faite avec la mise sous tension de plusieurs localités de la commune de Divo. Parrain de la cérémonie, le ministre Amédée Kofi Kwaku a exhorté la population à l'union et à la cohésion. Mahama Traoré. Ambiance festive sur la place publique du village de Labodougou, dans le département de Divo. C'est ici que se sont retrouvées les populations des 6 villages que comprend le canton d'Yes pour célébrer leur raccordement au réseau électrique national. Le peuple Ega tient ici à remercier le chef de l'État Alassane Ouattara pour avoir comblé cette attente vieille de plusieurs décennies. Si ce rêve, plus que cinquantenaire, comme nous le disions, a vu sa réalisation aujourd'hui, c'est bien grâce à la vision de développement de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à travers votre précieuse contribution dans la dynamisation du processus d'électrification de nos villages. Les populations ont chargé le parrain de cette cérémonie, le ministre Amédée Kofi Kwaku, de transmettre leur gratitude au président Alassane Ouattara. Mais avant, Amédée Kofi Kwaku a livré au peuple Ega la vision de développement que porte le chef de l'État. Nous sommes là pour aller dire au président Alassane Ouattara ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, je me réjouis que dans toute la région du Lot-Kibois, en tout cas, il n'y a pas encore beaucoup de villages où il n'y a pas le courant. Tout ce que nous devons faire, c'est de travailler ensemble. Tout ce que nous devons faire, c'est de cultiver la cohésion, qu'on s'entende. Parce que si nous sommes divisés, nous n'aurons rien du tout. On ne peut tout obtenir que dans l'union. Amédée Kofi Kwaku annonce de prochaines actions de développement au profit du canton d'Yes, notamment l'adduction en eau potable, la construction de centres de santé et l'aménagement de voies de désenclavement pour les localités du dit canton. Direction à présent le Palais des Sports de Ouagadougou où s'est achevée samedi l'édition 2023 du FESPACO. C'est le réalisateur tunisien Youssef Chebi qui a raflé les talons d'or de Yananga. Son film Ashkal, qui relate un pan du printemps arabe en Tunisie, a recueilli l'avis général du jury. La Côte d'Ivoire, quant à elle, s'en sort avec des prix spéciaux enlevés par le réalisateur Alex Ogou et Zainab Soumaoro. Issa Chonaïho est notre envoyé spécial dans la capitale burkinabé. La Tunisie au sommet du cinéma africain au 28e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Youssef Chebi, avec son film Ashkal, remporte les talons d'or du Yenenga. Il devance ainsi la cinéaste burkinabé Apolline Traoré et talon d'argent avec son long métrage Sira et la Kenyane Angela Amaï et talon de bronze avec son film Chimonil. Le jury donne les raisons de ce sacre. Ce film-là, il y avait du politique, il y avait du grand cinéma qui n'est peut-être pas toujours accessible au grand public, mais c'est quand on voit des immeubles éventrés, les corps éreintés, tout le monde aller vers l'immolation pour se purifier, pour sortir de cette pourriture qui est en train de nous ronger. Quant à Apolline Traoré, elle indique que son prix est amplement mérité. J'ai eu énormément de pression. Le peuple s'est levé pour moi. Il a fallu que je le remercie. C'est vrai que je suis un peu déçue pour eux, mais moi, dans ma carrière, je ne suis pas déçue parce que c'est le chemin. Voilà, j'ai eu l'argent. La prochaine fois, on ira encore plus loin. S'agissant des prix spéciaux, la moisson est bonne pour la Côte d'Ivoire. Sur 11 nominés, nous avions 4 séries qui étaient représentées et nous avons bien sûr remporté le premier prix, ce qui ne m'étonne pas, et avec aussi une mention spéciale avec Ici c'est Babi et le premier prix avec Obatanga d'Alex Ogou. Et ce qui me réjouit aussi, c'est qu'il y a aussi la relève qui est prête. Le deuxième prix des écoles a été remporté par une jeune lauréate qui avait d'ailleurs gagné le premier prix à Clapivoire international, ce qui démontre aussi que la relève est prête à relever tout le défi autour du cinéma, autour de notre culture. La ministre Françoise Roumac réitère la volonté du gouvernement au sortir de ce 28e FESPACO de tout mettre en œuvre pour promouvoir les jeunes dans le secteur du cinéma et de doter le 7e art ivoirien de moyens conséquents.
Du sport, du football, le stade de la paix de la ville de Bouaké est prêt pour la CAN 2023. Un joyau de 40 000 places réceptionné par le ministre des Sports dans Opolan. C'était en présence des autorités administratives et politiques de Bouaké, le compte-rendu de Seydou Koulibaly. Après 2 ans de travaux, le stade de Bouaké est prêt pour la CAN 2023. Une enceinte de 40 000 places que le premier responsable du sport ivoirien est heureux de recevoir. Le ministère des Sports donc se réjouit de la marche que nous sommes en train d'effectuer pour que, après Bouaké, nous puissions installer le décor de Korogo et enfin, dans les prochaines semaines, de San Pedro, pour que conformément aux décisions, aux recommandations et aux analyses de la CAF, nous puissions être en homologation de l'ensemble des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 pour le mois de juin 2023. C'est avec joie que le député de Bouaké Commune, le ministre des Transports Amadou Koné, accueille cette infrastructure prévue pour la CAN 2023. On me dit que c'est le plus beau stade de Côte d'Ivoire. En tout cas, je constate que le stade est très beau. Il est bien fini. On va s'organiser pour offrir une belle fête donc aux Africains. Une fierté pour la population du Bouaké. Pour tester la pelouse, 2 rencontres de Ligue 1 se sont disputées. Et l'histoire retiendra que le premier match officiel sur la pelouse du stade de la paix de Bouaké a opposé la SOA au Sporting Club de Gagnoa. Match remporté 2-0 par Gagnoa. Le reportage de Seydou Koulibaly était commenté par Aude Alegbe. Et puis, on apprend ce soir la mort d'un footballeur sur la pelouse du stade Champrou de Marcory au cours d'un match de championnat de Ligue 1 opposant le Racing Club d'Abidjan au club de Sol FC. Évacué du terrain après un malaise, le joueur de 21 ans, Moustapha Silla, aurait rendu l'âme sur le chemin de l'hôpital. Un deuil qui éclipse la victoire de son équipe sur le score de 3-1. Le Dimanche Magazine de RTI1 recevait aujourd'hui le commissaire du Hajj, l'imam Bachir Ouattara, est venu apporter des éclairages sur les préparatifs du pèlerinage à la Mecque au compte de l'année 2023. On regarde un extrait de son passage. Demain, les consultations médicales pré-pèlerinage commencent pour les nouveaux candidats. Pour les nouveaux candidats. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas payé le coût de Hajj en 2020. Parce que nous avons 2 catégories de pèlerins. Ceux qui veulent aller cette année, nous leur avons demandé de s'identifier sur notre site www.cgfc.com. Après avoir renseigné les informations qui se trouvent sur cette page, ils impriment. Et demain, qu'ils se rendent avec ce document imprimé dans les centres de santé pour voir le médecin. Donc ça, c'est pour les nouveaux candidats. Mais ceux de 2020 qui avaient payé le coût du Hajj en 2020 et qui n'ont pas pu partir pour des raisons soit de maladie ou d'âge, ceux-là ne sont pas concernés par cette identification en ligne parce qu'ils sont déjà dans notre plateforme. Ils sont déjà dans les registres. Dans notre plateforme. Et eux, on leur demande demain de ne pas se rendre dans les centres de consultation, qu'ils attendent le 13, c'est-à-dire le lundi prochain, pour se faire consulter. Et ils seront convoqués individuellement. Les nouveaux, ils cherchent à avoir le certificat médical gratuit pour le Hajj 2023 et une autorisation pour aller payer le coût du Hajj dans les trésors publics et faire partie du contingent étatique. Les anciens sont prioritaires. Ils sont au nombre de 2610. Une fois que nous terminons les consultations qui commenceront demain, les paiements qui vont commencer le 8, après sur toute cette étape, il y a l'étape de la formation des pèlerins par la commission d'encadrement religieux. Les agents de voyage pour organiser le Hajj ont été désignés, il y en a 24. Seulement ceux-là qui sont agréés, qui sont autorisés à transporter des opérateurs, des candidats qui ne voyageraient pas avec le contingent étatique. On regarde maintenant la sélection des faits marquants de la semaine qui se referme avec Angela Diallo et Herman Guibé. Neuf civils ont été tués et 2 autres blessés par l'explosion d'une mine antipersonnelle par les terroristes de Daesh dans la province de Hama. Les victimes étaient à bord d'une voiture quand l'explosion s'est produite. Cet incident intervient près de 10 jours après une attaque attribuée à l'État islamique qui avait fait 68 morts.
25 adolescents, dont 7 filles, ont été enlevés par des hommes armés non identifiés dans 3 villages du nord de la République démocratique du Congo. Des maisons ont été pillées, une boutique dévalisée. Une enquête est en cours pour déterminer l'identité des assaillants et tenter de retrouver les otages. Bola Tinubu a remporté l'élection présidentielle au Nigeria selon les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale. Bola Tinubu du Congrès des progressistes a obtenu 8,8 millions de voix devant ses principaux rivaux Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple et Peter Obi du Parti travailliste. Les autorités tunisiennes ont interdit une manifestation du Front de Salut National au motif que certains de ses dirigeants étaient soupçonnés de comploter contre la sûreté de l'État. Le Front de Salut National avait appelé à la manifestation pour dénoncer les arrestations politiques et les violations contre les libertés publiques et individuelles. En marge d'un sommet sur la préservation des forêts tropicales, le président français Emmanuel Macron a rencontré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra à Libreville. La République centrafricaine veut retisser des liens de confiance avec la France. En décembre dernier, les 47 derniers militaires français déployés en Centrafrique avaient quitté le territoire. 14 personnes, dont un membre du Parlement sénégalais, ont été arrêtées devant l'ambassade de Tunisie à Dakar. L'avocat Moussa Sarr a indiqué qu'ils étaient toujours détenus au commissariat central de Dakar. Ils sont arrêtés pour participation à une manifestation interdite. Cet incident fait suite à l'indignation suscitée par les propos du président tunisien Kais Saied contre l'immigration clandestine provenant d'Afrique subsaharienne. Un couvre-feu allant de 22h à 5h du matin a été instauré au nord du Burkina Faso et dans une province du centre-est du pays jusqu'à fin mars afin de lutter contre les djihadistes qui frappent régulièrement ces zones. Ce couvre-feu a pris effet le vendredi 3 mars et court jusqu'au vendredi 31 mars 2023. Le Burkina Faso connaît une intensification de violences djihadistes depuis le début de l'année avec plusieurs dizaines de morts. Ainsi va le monde, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis bonsoir et que la paix soit avec vous.